Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Vous êtes bien au plateau de votre émission Grand Jury en direct sur les écrans de la télévision Espoir 47 depuis la préfecture de Zior dans la ville de Tchévié, plus précisément dans le quartier Kpali. Bien de choses donc à vous toutes et à vous tous qui nous suivez, et vous nous suivez également en direct sur la 102.7 FM Radio KNTB à Lomé et puis en différé sur les ondes des médias partenaires Radio VGK à Palimé, Radio Lumière à Anéro, et puis en permanence sur le web, le www.ebenradio.com et le www.togovision.com. Bienvenue donc à vous toutes et à vous tous. Autour de ce plateau, nous allons parler de 3 ou 4 sujets. Nous allons nous intéresser au retour de la synergie des travailleurs du Togo qui était en assemblée générale hier à Lomé pour ensemble avec ses membres réfléchir autour des stratégies à adopter dans le cadre de la lutte relative à la revendication d'amélioration de conditions de vie et de travail. Nous allons également parler de la contestation de CAP 2015, combat pour l'alternance politique en 2015. Et aujourd'hui, un peu comparer ça à la position affichée du chef de l'État, Faure Ssozimna Gnassingbé, à la 47e session ordinaire de la CEDEAO, Communauté économique des États de la CEDEAO, où les chefs d'État voudraient imposer la limitation de mandat dans l'espace. Quelles doivent être aujourd'hui les positions des uns et des autres, surtout ceux qui s'inscrivent dans le cadre des réformes constitutionnelles et institutionnelles. Si le temps le permet, nous allons parler de la vie chère avec l'augmentation du prix du maïs et sa pénurie sur les marchés du pays. Bienvenue donc autour de ce plateau avec moi, le directeur de publication du journal Togoniban, José-Éric Gagli. Bonjour Éric et bienvenue. Bonjour Rodrigue, bonjour à tous les auditeurs de la radio KNTB, évidemment Espoir 47 et les médias partenaires qui nous suivent de si loin. Voilà. Merci donc. Notre second invité, c'est bien sûr le patron de la Topel, également patron de l'agence AfriPress. Le www.afripress.info, c'est son site web. Olivier Adja, directeur de publication du journal Arakiri, journal satirique Arakiri. Bonjour Olivier, bienvenue. Oui, bonjour Rodrigue, bonjour à tous ceux qui sont à l'écoute et puis ceux qui sont aussi devant leurs petits écrans. Voilà, nous serons rejoints un peu plus tard, je dirais, dans cette émission par le directeur de publication du journal le libéral plutôt, autant pour moi le libéral, Fabrice Pétiesi, qui va nous rejoindre incessamment. Mais bien avant son arrivée, comment analysez-vous le retour de la synergie des travailleurs du Togo? La question directement va à José-Éric Gagli. Je pense que déjà, la synergie avait entre-temps pris du repos, si je peux le dire. Oui, depuis le 9 avril. Voilà, suite à, comment dirais-je, à notre présidentielle. Bon, le temps écoulé, c'est fait. Maintenant, ils sont revenus à la charge. Cette fois-ci, si on veut bien analyser le comportement de la synergie, beaucoup plus aguerri, beaucoup plus... je dirais, ils sont encore plus déterminés à continuer le combat. C'est vrai qu'en ce moment, suite à l'Assemblée générale qui s'est tenue la dernière fois, hier, ils ont annoncé les couleurs. C'est-à-dire, ils donnent 10 jours en quelque sorte pour faire le tour des bases, implantées un peu partout dans le Togo, et voir quelles seront les actions à mener à partir du 29, si j'ai bonne mémoire. Donc là, on les attend, on attend voir ce qui va se passer à partir du 29. Est-ce que le combat sera un peu plus dur? Est-ce que la revendication, ils vont maintenir toujours la plateforme de revendication qu'ils imposent au gouvernement? Disons qu'on attend le 29 pour voir la ligne que va nous tracer la synergie. Voilà, on attend de voir le 29. Il faut rappeler que le 29 est prévu la tenue d'une assemblée générale pour réfléchir encore ou adopter les stratégies à suivre si on s'en tient aux déclarations du porte-parole de la STT. C'était hier au centre communautaire de Tokoin, le docteur Gilbert Tcholegnano. Alors Olivier, quelle autre lecture peut-on faire de ce retour? Est-ce à comprendre qu'au cours de la trêve, rien n'a été fait? Non, moi je ne sais pas trop, mais de toutes les façons, c'était une promesse que la STT tient. Parce que la STT avait mis en sourdine, ou du moins de côté, ses revendications pour donner une chance donc, au bon déroulement des élections présidentielles. Donc au lendemain de ces élections,
je crois qu'il est normal que la STT revienne donc au devant de la scène avec ses revendications qui, je suis donc pas été prises en compte durant la trêve. Donc, et en tant que syndicat, moi je ne trouve rien à redire. Plutôt, j'estime que la STT a fait preuve de grandeur d'âme en acceptant et en voulant mettre de côté ses revendications pour la période donc, des élections. Là, je crois que ça cloue le bec, ou du moins ça va en porte-à-faux contre ceux-là qui estimaient que c'était un syndicat ou un regroupement qui était manipulé politiquement. Donc, ils ont prouvé à suffisance qu'ils étaient disposés à faire des concessions et à ne pas gêner le bon fonctionnement donc, du calendrier républicain électoral. Donc, aujourd'hui, la STT revient au devant de la scène. C'est normal, c'était une promesse et elle tient cette promesse. Maintenant, je crois que la balle est dans le camp aujourd'hui du gouvernement et des partenaires, ou bien en tout cas de l'employeur, et de revenir vers la STT et de discuter sérieusement avec ce syndicat. Je me dis qu'aujourd'hui, les ministres de la Santé et puis pourquoi pas des enseignements primaires, de l'enseignement technique et puis de la fonction publique ont un rôle primordial donc, à jouer pour anticiper les conséquences encore de ces grèves qui s'annoncent, de ces mouvements qui s'annoncent dans la fonction publique. C'est très important. Sinon, on ne peut pas accepter cette posture qui veut dire que bon, le chien à boire, on attend, la caravane passera. Parce que cette caravane, ce chien, je ne sais pas, crée beaucoup de dégâts en nous, en tant qu'usagers des services publics, en nous, en tant que citoyens togolais. Voilà, comme annoncé, le directeur de publication du journal Le Libéral vient de faire son entrée dans ce studio autour de cette table avec nous. Fabrice Pétiesi, bonjour et bienvenue. Bonjour et bonjour à tous les auditeurs et téléspectateurs. Voilà, hier, on a assisté au centre communautaire de Tokoin au retour de la synergie des travailleurs du Togo à travers une assemblée générale où beaucoup de réflexions ont été menées et il a été décidé donc d'observer 10 jours et au cours de ces 10 jours, des AG seront organisés à des points stratégiques au niveau de toutes les régions pour recueillir des stratégies. Nous savons que les examens de fin d'année s'annoncent. Est-ce qu'on peut déjà considérer ce retour de la synergie comme de lendemain trouble au niveau de l'éducation? Oh, de lendemain trouble, pas forcément. Bon, à moins que ce qu'on a vu par le passé ne soit remis encore, ne soit réchauffé pour resservir ça aux Togolais. Là, je crois que l'année scolaire s'approche à sa dernière chance. Si jamais il y a encore une perturbation, pratiquement, même nous qui ne sommes pas fonctionnaires, nous allons payer le lourd tribut de cette revendication-là, qui n'engage que, je dirais, moins de 50 000 Togolais qui sont des fonctionnaires. Et donc, je crois que cette sortie-là, c'était pour manifester leur présence, pour dire qu'ils sont présents. La trêve, est-ce que la trêve pouvait être utilisée, mise à profit pour régler quoi que ce soit? Je crois que ça devait être difficile, parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez les revendications de la STT, ce n'est pas une question administrative à résoudre pour dire, même si le ministre n'est pas là, le secrétaire général ou le directeur de cabinet peut gérer ça. Ce n'est pas des papiers à signer. C'est une décision politique. Soit on veut le faire, on le fait, ou on ne le fait pas. C'est une décision politique, ce n'est pas une question administrative. Or, la trêve a été dictée par la tenue des élections. Et tout le monde sait que durant cette période-là, il est difficile de prendre d'aussi grandes décisions, surtout que le chef de l'État était en campagne, plusieurs de ses ministres étaient en campagne. Même si l'administration fonctionnait, comme je l'ai dit, ce n'est pas une question courante administrativement à gérer. Donc, les discussions c'était vis-à-vis du gouvernement. Et donc, forcément, la période des élections ne pouvait pas être propice à des discussions pouvant aboutir à la satisfaction de telle ou telle revendication. Donc, ce qui est clair, là où les choses étaient au moment où on décrétait la trêve, forcément, on les retrouve aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire, rien n'a changé, s'il faut le dire considérablement. Donc maintenant, la synergie a attendu pour voir ceux qui vont gagner et relancer les choses. Ça voudrait dire que si c'est Adi ou bien le NET ou un autre parti qui avait gagné les élections, il devait leur donner ce temps de 10 jours-là. Bon, prenez ces 10 jours-là, organisez-vous, asseyez-vous. Et nous, on va remettre sur le tapis nos revendications. Bon, maintenant, les 10 jours, ce qui est sûr,
le gouvernement n'est pas encore formé, ça va être également une difficulté. Mais qu'à cela ne tienne, que le gouvernement soit formé ou pas, ce n'est pas le problème des syndicalistes, ce n'est pas le problème des travailleurs. Pour eux, il y a déjà un président qui est élu. Puisqu'il y a à la fin de ce mois, avec ou sans ministre, on paiera les salaires. Donc ça voudrait dire que les choses doivent doivent s'organiser. Et donc, on ne peut pas aussi leur demander d'attendre que le gouvernement soit formé. Or, on ne sait pas encore quand est-ce que ce gouvernement-là sera formé. Donc, on ne peut pas prendre en otage les aspirations des uns et des autres pour le fait qu'on n'a pas encore nommé les ministres et tout cela. De toutes les façons, il y a un gouvernement qui est là, qui n'a pas encore démissionné. Le jour où il y aura remaniement, celui qui était là, s'il est remplacé, il n'a qu'à transmettre les dossiers à celui qui le remplace. Sinon, c'est de bonne guerre que la synergie redise que nous sommes là, nous n'avions pas disparu. C'était juste une pause pour certaines raisons. Parce que dans la période syndicale, lorsqu'il y a des élections et il y a des mouvements syndicaux comme cela, les syndicats, c'est plusieurs membres issus même de plusieurs partis politiques qui se retrouvent au niveau des syndicats. Or, au cours d'une période électorale où chacun prêche pour sa chapelle, parfois c'est un peu difficile de s'organiser. Bon, maintenant que les élections sont passées, pour moi, il n'y a rien de surprenant dans l'initiative de la STT, sauf que je souhaite ardemment que les deux parties s'organisent de telle sorte que l'année scolaire plus ou moins soit préservée. Voilà, que l'année scolaire soit plus ou moins préservée. Entre-temps, on avait annoncé la médiation de l'Assemblée nationale. On a cru comprendre que les travaux étaient là aussi suspendus à un niveau. C'est vrai que l'Assemblée reprend sa session à partir d'une plénière ce matin. Mais aujourd'hui, est-ce que face à ce contexte où, comme Fabrice l'a dit tout à l'heure, on a un gouvernement qui est entre deux portes, on ne sait pas si on va rester ou si on va partir, la négociation, est-ce qu'elle peut avoir lieu? Non, je pense que, comme l'a dit tout à l'heure Fabrice, c'est vrai, aujourd'hui la synergie ne peut que revenir, dire qu'il est... Annoncer la couleur, en disant qu'ils ne sont pas morts, qu'ils sont toujours là, que les revendications, ils maintiennent toujours leur position. Fabrice l'a dit tout à l'heure, que qu'on le veuille ou pas, les choses sont là, les débats sont là. Il faut absolument trouver des solutions pour que nous puissions avoir quand même une année scolaire pour nos enfants qui se termine bien. Fabrice l'a dit tout à l'heure, je continue dans son sens. Pourquoi? Parce que qu'on le veuille ou pas, les salaires seront payés. Qu'on le veuille ou pas, les salariés auront toujours leur... leur fin du mois. Donc je pense que c'est maintenant, on a déjà un président, c'est à lui maintenant de prendre ses dispositions, de tout faire pour que la synergie puisse, même s'ils n'ont pas la totalité, je dirais comme ça, de leurs revendications, qu'on puisse les calmer, parce que hier j'ai dû comprendre que la synergie serait peut-être d'accord à rencontrer le chef d'État lui-même. Bon, s'il advenait que le président de la République, Faure Gnassingbé, Gnassingbé, a invité la synergie à discuter comme le faisait à l'époque son père, je pense que peut-être les choses seront un peu plus calmes et qu'ils comprendront, ils sauront comment gérer le conflit qui oppose les deux parties. Et je maintiens, enfin je le dis à mon âme et conscience, que ce qui serait intéressant en cette période justement, c'est que le président de la République puisse appeler les responsables de la synergie, pas des promesses, mais leur dire quelque chose pour que les gens puissent se calmer, pour ne pas que demain on ait encore une année scolaire un peu noire, si je peux le dire ainsi. Voilà, donc la balle est dans le camp du chef de l'État en ce moment, je pense. La balle est dans le camp du chef de l'État, vous partagez? Non, c'est lui le premier des Togolais, c'est lui le premier magistrat, c'est lui. C'est lui qui gouverne aujourd'hui ou bien qui dirige au moins le pays. Donc tout ce qui va se passer dans le pays, ça le concerne au premier chef. Et moi, je suis toujours étonné que depuis que cette affaire ou bien cette question donc, de la synergie donc, est éclatée, le chef de l'État a toujours fait preuve d'un mutisme inquiétant et surprenant. Mais on a suivi tour à tour chaque ministre parler d'instruction du chef de l'État. Ça veut dire qu'il n'est pas mieux. De toute façon, aujourd'hui, lorsque les négociations ne sont pas, donc, ou bien ne portent pas des fruits, je crois qu'à un moment donné, le chef de l'État devrait donc, décider d'intervenir. Parce que je crois que lorsque vous êtes dans une maison et vos enfants donc, ont des problèmes, font des querelles, et que la maman n'arrive pas à les raisonner, la plupart du temps, quand le papa vient,
il arrive à trouver une solution donc durable, et surtout les enfants écoutent parfois plus leur père que leur mère. Ça, c'est au niveau donc sociologique de l'organisation de notre société. Et ça s'applique également au sommet de l'État, où le chef de l'État est le chef de la famille togolaise. Donc, s'il y a un problème dans la maison et qu'on n'arrive pas à trouver des solutions, il va de soi, à mon avis, que le chef de l'État réagisse, intervienne. Certes, au cours de la campagne électorale, il a eu à s'exprimer, mais je crois que c'était plus électoraliste que tout. Donc maintenant, il a été élu. Aujourd'hui, il faut faire face aux défis qui l'attendent. Et l'un de ces défis, c'est le Front social. Et c'est lui donc, qui porte une politique et qui donne mission à ses ministres, à son Premier ministre. Mais lorsque ceux-là que vous avez mandatés n'arrivent pas à gérer, ou du moins à accomplir la mission que vous leur avez confiée, je crois qu'il est normal que vous interveniez, vous repreniez la main et que pourquoi ça ne coûte rien de rencontrer la STT. Au contraire, ça va le rehausser. Donc, et je suis sûr que cette rencontre, lui aussi, il va faire un peu d'effort pour satisfaire les revendications, tout en faisant comprendre aussi aux syndicalistes que l'État ou le gouvernement n'a pas les moyens illimités pour satisfaire à tous leurs besoins. C'est l'essentiel. Aujourd'hui, on a besoin de ça pour sortir de cette crise qui a tant duré, à mon avis. Ça fait plus de 3 ans que ça dure et on a perdu des enfants dans cette crise. On a eu des casses, on a eu des arrestations, on a eu des licenciements, on a eu de tout. Donc, je crois qu'aujourd'hui, cette récréation-là doit s'arrêter et c'est les deux camps qui peuvent mettre fin à cela. Voilà, Fabrice, est-ce qu'aujourd'hui, dans ce contexte actuel, le chef de l'État peut anticiper en s'autosaisissant du dossier, anticiper un peu? C'est pas une cour. Il peut pas. Non, c'est-à-dire, les discussions ont été menées de bout en bout par les ministres. Très souvent, cette méthode-là, je ne l'approuve vraiment pas. J'ai entendu tout à l'heure quelqu'un dire, oui, comme Yadema le faisait, il recevait. Est-ce que c'est comme ça un État doit fonctionner? Je dirais non. Je me souviens quand on était étudiant, lorsque on tardait à nous verser nos bourses et on manifeste un peu, bon, il y en a qui sont prêts, on vous organise, on vous amène à l'OME 2, vous acclamez, après on vous donne 20 000, 10 000, vous sortez, vous taisez. Le problème est réglé pour quelques jours et puis bon, après on recommence tout ça là et après, ou alors c'est là, il va vous dire, bon, je donne des instructions pour que vos aides ou vos bourses soient payées. Et on acclame, on sort, on dit, ouais, voilà, c'est Yadema qui est bon, c'est son entourage qui est mauvais. Mais à vrai dire, quand vous regardez de près, est-ce que si Yadema vraiment était prêt pour qu'on verse les bourses et aides, est-ce que le ministre peut dire non? Absolument pas. Absolument pas. Et donc, il faut comprendre un peu comment fonctionne. Parfois, ces ministres, on les accuse, on les charge, c'est normal, c'est les fusibles dans un État. On les charge. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, c'est Manganawe qui ne veut pas, par exemple, que les revendications de la STT passent? Je crois que c'est une décision gouvernementale. C'est pas vraiment... Le ministre, lui, vient avec un discours. Peut-être certains parlent... sur la base de la position officielle du gouvernement. Sur la base de la position officielle du gouvernement. C'est-à-dire, qu'est-ce que le ministre fait? Il dit, bon, voilà, dans mon département, il faut ceci, 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 cela. Il soumet ça au Conseil des ministres, on analyse, on dit, bon, voilà, ce qui est possible, ça, ce n'est pas possible. Si vous n'arrivez pas à convaincre au niveau du cabinet pour dire que ça passe et finalement ce que vous voulez, on ne prend pas ça en compte. Quand vous allez sortir, vous n'allez jamais dire que vous étiez d'accord pour ça. La solidarité gouvernementale fait que vous êtes obligé de défendre la position globale du gouvernement, même si tout retombe sur vous, puisque c'est vous le ministre de la fonction publique. C'est avec vous les travailleurs discutent. Et donc, il y a souvent cette possibilité-là. Et donc, je comprends que tout le monde jette son dévolu sur ces ministres, mais quand vous prenez un peu de recul, vous allez vous rendre... C'est pour cela, aujourd'hui, il est difficile qu'un chef de l'État sorte pour dire autre chose que ce que son ministre disait. Quand il le fait, on rentre un peu dans les systèmes populistes. C'est-à-dire, j'envoie mes collaborateurs qui disent non, et puis je reviens, je dis oui, et tout le monde acclame, on dit, ben voilà, c'est le ministre qui ne voulait pas. Mais est-ce qu'en réalité, le ministre... Ça rentre un peu dans la communication, et le discours qu'il faut tenir pour haranguer les foules et tout cela et autres. Donc, je crois qu'aujourd'hui, sur le gouvernement, moi, je n'accuse aucun ministre. Peut-être l'accusation qu'on porte sur eux, c'est quel type de discours tenir. C'est tout ce que
un ministre peut faire par rapport à un autre. Aujourd'hui, on peut sauter Mangana avec des renseignements et amener un autre les 280 points dont parle là. C'est pas lui qui va décider. Mais il y a un discours qu'il faut tenir. Certains ont la capacité peut-être d'apaiser et d'autres ont des discours incendiaires qui alimentent un peu. C'est-à-dire, c'est tout ce qu'on peut, c'est l'effort qu'un ministre peut faire. Non, sinon, pour le reste, la position est là. C'est les finances. C'est pas lui qui décide de payer, d'augmenter les salaires et autres. Mais il peut faire un lobbying, défendre. Si ça passe, il ne dira pas non plus que c'est moi qui ai tout fait pour que votre revendication passe. On dira, ah, le chef de l'État a finalement accepté. Quand on dit qu'il y a eu augmentation sous Faure Gnassingbé, les gens, des experts ont introduit pour lui dire, voilà, on peut faire ceci ou cela. Mais quand on le fait, on dit c'est lui. Quand on ne le fait pas, il faut avoir le courage aussi de dire que c'est aussi lui. Parce que s'il veut, il n'a pas besoin de descendre et de rencontrer les travailleurs. S'il descend, c'est pour apaiser, pour calmer. Mais pas pour forcément dire que la revendication passe. Parce que si la revendication passait, même le planton de ministre peut annoncer ça pour dire votre revendication. Tout le monde peut l'annoncer. C'est-à-dire même par un communiqué à la télévision, sans forcément qu'il y ait un contact. Mais quand il y a un contact, peut-être c'est pour discuter, trouver un langage politique pour calmer, pour dire, bon, écoutez, voilà, ceci, cela. Et si les gens peuvent ressortir pour dire, bon, le chef de l'État nous a reçus, nous sommes satisfaits, même si nos revendications ne sont pas prises en compte. On est rassuré, on attend, on saura que dans quelques jours... Justement, c'est pour ça. Oui, c'est-à-dire, c'est un peu cela. C'est-à-dire, tout ce discours-là, le ministre aussi peut le dire. Peut-être qu'il ne va pas rassurer. Il peut dire dans 2 mois ça va se faire. On peut dire non, ça ne rassure pas. Le chef de l'État peut revenir dire aussi que dans 2 mois ça va se faire. Peut-être que ça peut rassurer. Mais au finish, c'est la même chose. C'est la même chose. Sauf que là... C'est ce que nous cherchons en disant que ça serait intéressant qu'ils se rencontrent. Oui, voilà. C'est-à-dire, moi je me dis, s'il n'a pas autre chose à dire que ce qu'il fait dire à son ministre, moi, je ne sais pas si c'est la rencontre qui est intéressante ou c'est le résultat qui importe. Moi, peu importe l'individu à qui on a en face. Mais même si le chef de l'État, on ne le voit pas et il prend des décisions pour satisfaire, pour moi, je crois que c'est plus ça l'essentiel. Très bien. On va attendre voir ce que ça va donner d'ici le 29 mai prochain. La 47e session ordinaire de la CEDEAO s'est achevée depuis mardi dans la capitale ghanéenne, Accra, donc, où les chefs d'État, les chefs des États membres de la communauté ont changé le chapeau de la CEDEAO en portant leur choix sur le président sénégalais Macky Sall. Pour son mandat, il compte un peu apporter beaucoup de touches à la démocratie, à la tenue d'élections transparentes, libres, démocratiques dans les États membres, notamment en Côte d'Ivoire, au Burkina et ailleurs. Il a félicité donc les autres, comme le Togo, qui ont déjà tenu leur élection. Mais au finish, les discussions ont achoppé à un niveau où la communauté voudrait imposer une limitation de mandat dans l'espace communautaire. Et selon nos informations, le Togo et la Gambie seraient opposés à cette volonté de la communauté. Comment vous analysez cette position, du moins ce qui a été fait au niveau de cette session sur ce point-là précis? Merci Rodrigue. Déjà, je suis attristé ce matin pour 2 choses. D'abord, je me rappelle, il y a un temps, M. Faure Gnassingbé à Accra avait dit, si j'ai bonne mémoire, qu'il respectera, je pense, la Constitution d'une manière rigoureuse. Et c'est encore à Accra que M. Faure Gnassingbé, c'est lui que je dois doiter, d'autant plus que c'est lui le président du Togo, a refusé de signer, n'est-ce pas, l'engagement pour la limitation des mandats dans l'espace CEDEAO. Parce que pour la bonne gouvernance, ils voulaient mettre leur législation en commun, enfin pour que la démocratie puisse bien régner dans la sous-région. Mais c'est quand même assez, comment dirais-je, c'est assez triste que ce soit la Gambie et le Togo qui n'ont pas signé cet accord alors que les autres pays, n'est-ce pas, ont accepté cette proposition. Là, j'ai peur parce que c'est comme si aujourd'hui nous sommes partis dans ce qu'on appelle le pouvoir à vie.
j'ai peur parce que je me dis, si jamais on refusait de signer cet accord, c'est qu'on a quelque chose dans la tête. C'est comme si le masque vraiment de M. Faure Gnassingbé est tombé. C'est comme si aujourd'hui, on se rend compte réellement que c'est fini, c'est parti. Il n'y aura plus de limitation de mandat au Togo, d'autant plus déjà dans la constitution actuelle, il n'y en a pas. Les réformes, on n'en aura plus, parce que c'est dans les réformes justement que nous cherchons, ou les opposants, je veux dire, l'opposition cherche à réduire les mandats des chefs d'État, mais si nous, on refuse à Accra de signer ce protocole, d'accord, bon, ça veut tout dire. Ça veut dire que nous, on ne veut pas du tout ces histoires de limitation de mandat. On n'en veut plus, on n'en veut pas. Et là, je me dis, l'opposition doit beaucoup réfléchir, à voir si réellement, quelqu'un l'avait dit ce matin, j'ai un peu rigolé sur une radio de la classe, avait dit une phrase qui m'a fait un peu sourire, que c'est fini, si on devenait un royaume, ça serait mieux. Mais bon, on ne va pas jusqu'à là. Mais je dis, c'est quand même triste qu'aujourd'hui, M. Faure a refusé de signer Enfin, le gouvernement togolais, le Togo, a refusé de s'adopter, enfin de s'aligner sur cette proposition. Très bien. Fabrice, vous avez également, à ma foi, suivi les résolutions sorties de cette 47e session de la CEDEAO. Aujourd'hui, dans le contexte actuel où les uns et les autres s'accordent sur l'évidence des réformes constitutionnelles et institutionnelles, avec en toile de fond la limitation de mandat présidentiel, le mode de scrutin à 2 tours, par rapport à cette position adoptée par le Togo à Accra. Non, ça fait plus de peur que de mal. Par rapport à vous savez, les protocoles et les conventions d'accord, on n'est pas obligé de les signer à l'instant, ici et maintenant. Vous prenez la convention de Stockholm, les protocoles, c'est-à-dire tu peux les signer tout à l'heure ou alors les signer après. Maintenant, il faut aussi faire une précision pour dire que dans l'espace CEDEAO, à moins que je ne me trompe, il n'y a qu'au Togo et en Gambie, le mandat n'est pas limité. Tous les pays. Ça voudrait dire que les pays qui ont signé, eux, ils l'ont déjà fait. Ils ont déjà la limitation de mandat, c'est déjà un acquis dans leur pays. Or, on sait que la limitation du mandat présidentiel ou toute autre réforme, ce n'est pas par décret on le prend. C'est-à-dire, il faut que le peuple togolais décide lui-même limiter ce mandat-là, que ça peut être par l'Assemblée nationale ou par un référendum. Donc, tant que vous... C'est-à-dire, et c'est pour cela, très souvent, avant de ratifier les protocoles, on harmonise les tests à l'intérieur d'abord. C'est-à-dire, vous n'allez pas aller signer un protocole ou une convention qui entre en contradiction avec vos tests en interne. Très souvent, c'est comme ça se passe. Quand vous allez à une conférence, on dit par exemple, aujourd'hui, on ne vend plus du tabac. Si vous avez une loi qui autorise la vente du tabac, vous revenez, vous revoyez votre loi et après, vous allez ratifier ce protocole-là à l'international. Ce n'est pas l'inverse. On ne ratifie pas avant de venir. Surtout que ça ne relève pas de votre compétence, c'est-à-dire le changement des dispositions constitutionnelles. Donc, le fait de ne pas se ratifier, il ne faut pas voir ça sous l'angle selon lequel on veut s'éterniser, on ne veut pas des réformes, non. Quand on aura fait nos réformes et nos tests seront en conformité avec ce protocole qui a été signé, on ira le ratifier, c'est comme ça. Et comme ça, vous allez voir, même jusqu'aujourd'hui, il y a des pays qui ne font pas partie des Nations Unies, peut-être parce que d'autres qui ne font pas partie de l'Union africaine ou de tel, parce qu'ils ne sont pas en conformité avec. Mais le jour où, c'est comme ça, le jour où vous serez en conformité, vous allez ratifier. L'Afrique du Sud l'a fait également, puisque l'apartheid l'empêchait d'être membre de ceci ou cela. Donc c'est un peu cela. Maintenant, par rapport à Faure Gnassingbé lui-même, est-ce qu'il veut des limitations de mandat ou pas? Là, on peut se poser des questions là-dessus. Mais l'acte qui a été posé à Accra n'est pas suffisant pour dire qu'il en... Même s'il en veut, il ne peut pas. C'est-à-dire, c'est comme... Alors, dites-moi si un jour les chefs d'État se retrouvaient quelque part et ils disent, bon, maintenant, on prend un protocole, le mandat est à vie pour ceux qui sont là. Est-ce qu'il peut le faire? Est-ce que les pays dont a supposé que la dernière fois à Accra, ils avaient décidé, c'est un petit groupe, ils avaient décidé que les mandats soient illimités désormais. Est-ce que vous pensez que les pays où les mandats sont limités, ils vont ratifier tout à l'heure? Non. Avant de ratifier, il faut qu'ils harmonisent les tests sur ce qui a été pris en majorité au niveau de l'instance d'abord avant de le faire. Donc pour moi, ce n'est pas encore un acte, ce n'est pas suffisant pour dire. Parce que c'est présenté comme si, parce qu'ils ont refusé de ratifier,
ça voudrait dire qu'ils ne vont pas le faire. Non. Moi, ça aurait été plutôt surprenant qu'ils le fassent, parce que nos tests en interne ne sont pas conformes avec un protocole que vous êtes en train de... Qui lui dit, par exemple, c'est parce qu'aujourd'hui, on se dit que ça touche à la limitation des mandats, ça concerne un peu le président de la République, qu'on voit ça de la sorte. On pouvait, par exemple, là-bas dire, dorénavant, les pays de la CEDEAO sont des pays islamistes. Est-ce que tout à l'heure, vous allez signer? Vous n'allez pas signer. Il faut revenir dans la Constitution et modifier pour dire que le Togo n'est plus un pays laïque avant d'aller ratifier. Le protocole d'accord. Donc, bon, ce n'est pas encore suffisant. Même à Accra, quand il disait qu'il respecte la Constitution, c'était normal. À l'époque, elle ne limitait pas. Mais le jour où on limite, ça voudrait dire que... Il va respecter. Il va respecter. S'il va signer, il vient et on ne modifie pas. Vous avez signé un traité alors que vos tests ne sont pas conformes avec un traité que vous venez de signer. Mais en signant, justement, ça peut l'obliger à... Oui, on peut considérer que c'est... Mais ça a des précédents dangereux, c'est ce que je peux dire. Un jour, un petit groupe de chefs d'État aussi peut aller prendre... C'est comme la question du CPI, quand ils disaient qu'ils vont... Ils peuvent le signer, mais ils peuvent arriver au niveau de leur Assemblée nationale et on va bloquer. C'est-à-dire, c'est parce qu'aujourd'hui, ça arrange le peuple qu'on voit ça sous un mauvais angle. Mais un jour, ces mêmes chefs d'État peuvent se retrouver et prendre des décisions qui sont contre l'avantage de leur peuple. Et comment est-ce qu'on va faire? On va applaudir? C'est un peu cela. Voilà. Très bien. Et Olivier Adja, par rapport à cette position, c'est vrai, si on repart sur une base, comment dirais-je, des lois qui sont en vigueur dans notre pays, c'est vrai qu'à un moment donné, on a senti la volonté manifeste au niveau de la classe politique d'opérer les réformes, notamment la limitation de mandat et de revoir aussi le mode de scrutin. Et aujourd'hui, par rapport à cette position, tel que Fabrice vient de l'expliquer. Est-ce qu'on pouvait envisager, genre, le chef de l'État dire d'accord, nous sommes d'accord avec ça, mais il faudra qu'on aille dans notre pays revoir comment adapter avant de revenir? Non, je crois que, vous savez, le Togo ne doit pas être toujours un îlot, donc, de choses là, de particularité au milieu d'un océan, donc de normalité. Parce que vous savez, et Fabrice l'a relevé, la plupart des pays dans la sous-région ont leur mandat limité. Le mandat limité, les deux tours, ce qui est la norme. Alors, en réalité, moi je me demande qu'est-ce qui empêche que nous soyons dans la normalité. Et surtout que, puisque le bon sens, c'est la chose la mieux partagée au monde, et c'est quelqu'un qui l'a dit. Donc, si cette normalité nous est présentée à l'intérieur, et par, bon, je ne sais pas quel action on n'a pas pu le faire, et en international, et on n'a pas manifesté aussi cette bonne volonté, c'est qu'il y a un problème personnel, parce que les réformes, on le dit, certes, la procédure pour mener ces réformes-là a été difficile, mais aujourd'hui, Fonya Simbe a son 3e mandat, et il est à la croisée des chemins. Je crois qu'il serait rentré, il va rentrer dans l'histoire du Togo s'il acceptait ces réformes et mettait le Togo sur les rails de la normalité. Bon, moi, je crois que c'est un débat qui est sérieux. Et il faut se limiter, ou bien en tout cas, il faut analyser ce débat à l'aune de la bonne foi des uns et des autres. Est-ce que je ne sais pas, le camp présidentiel a la bonne foi d'opérer ces réformes? C'est une question de bonne foi, ce n'est pas une question de test, parce qu'on sait, et on le dit, que c'est que les chefs de l'État et les chefs d'État de la CEDEAO, de l'Union africaine, etc., lorsque parfois ça les arrange, ils vont et ils signent. Il y a 3 étapes en réalité pour ce genre de choses. Il y a le paraphe, donc il y a la signature et la ratification. La ratification, la plupart du temps, ça se passe à l'intérieur du pays par l'Assemblée nationale. Ils vont, comment il a signé un accord international, ils viennent, on l'harmonise. C'est l'Assemblée qui donne l'autorisation. Non, on l'harmonise. On l'harmonise avec les tests. Et l'Assemblée, et c'est l'Assemblée qui s'occupe de ça, et l'Assemblée le ratifie. La plupart du temps, ça arrive. L'inverse aussi qu'il dit, ça se passe. C'est l'Assemblée qui donne l'autorisation. Il faut vérifier. Il est évident qu'avant d'aller signer des protocoles d'accord, il faut, la plupart du temps, c'est pour ça que les chefs d'État bougent avec soit le président de l'Assemblée nationale, soit un juriste.
qui gère les tests, nos tests de loi. Donc c'est à ce niveau qu'on leur dit, écoutez, on peut le signer et revenir après. Non, la ratification. Comme il est dit, Fabrice, c'est vrai qu'il faut d'abord que l'autorisation vienne. Oui, bien sûr. Je dis, il y a plusieurs étapes. La ratification se fait plus tard. Oui, la ratification se fait plus tard. La ratification se fait plus tard. Et arriver maintenant, on ratifie. Et là, le protocole, c'est-à-dire c'est les accords internationaux. On ne signe pas et puis ça rentre en application immédiatement. Mais maintenant, bon, il y a ce problème qui se pose. Je crois que c'est une question qui doit se débattre d'abord à l'interne. Il faut que les politiques règlent le problème au niveau des réformes avant que le chef de l'État n'aille donc s'engager. Là, je suis d'accord. Puis sur ce temps, je suis d'accord que l'État, ou bien en tout cas le Togo, puisse être réticent pour le moment. Mais avec l'espoir que, à court ou à moyen terme, ça puisse se régler à l'interne et qu'à l'international, on puisse aussi le faire. Sinon, s'il faut attendre encore 5 ans et revenir encore avec les mêmes débats de réforme, je crois que on tourne en rond et ça risque de causer des problèmes et la crise de confiance entre les acteurs va perdurer. Je ne sais pas. Oui, Fabrice veut. Togo Ningba est juriste, comme il a dit, et il sait ce que c'est que la hiérarchie des normes juridiques. Absolument, oui. Et donc, les traités, à quel niveau ça se situe? C'est-à-dire quand vous les ratifiez, c'est que ça s'impose. Ça s'impose automatiquement. Donc ça voudrait dire qu'avant de les ratifier, il faut prendre... Non, moi je ne parle pas de ratification, je parle de paraphe ou de signature du moins. Je pense que oui, là où nous avons un peu eu peur, c'est que ne serait-ce qu'Accra, M. Fornia Singé peut parapher ou se mettre d'accord avec la... Attendez, ils ont assisté aux travaux. Évidemment ils ont assisté aux travaux. Tout a été fait. C'est-à-dire... Je suis allé au nom de mon pays. Quelque chose a été fait. En fait, ça dépend de la manière dont l'information a été donnée. Ça a donné l'impression comme si le Togo et la Gambie sont opposés. Justement, ce n'est pas qu'ils se sont opposés. Mais nous connaissons bien le président Gambien. Nous savons qui il est. Oui, donc, lui, déjà ça nous donne une certaine... c'est-à-dire juridiquement, on ne peut pas prendre une convention qui va en contradiction avec vos tests et vous allez le signer. C'est pour ça que je dis, il faut harmoniser les tests avant de le faire. Et pour harmoniser les tests, si ça relevait de la discrétion du chef de l'État, là aussi on pouvait le dire. Même si un jour on doit revenir à 2 mandats, même Yadema qui était dictateur pour sauter le verrou de la limitation de mandat, il a fait un semblant de rassemblement de députés qui l'ont fait. Donc ça voudrait dire que, logiquement, c'est le peuple qui décide à travers ses représentants. Même si on estime aujourd'hui qu'il y aura une certaine majorité qui pouvait insuffler la dynamique, mais quand même il faut faire je ne sais pas comment le dire, ce simulacre-là au moins, l'exercice au moins, en passant par l'Assemblée nationale, au lieu d'aller... Tenez-vous bien, même si on estime que c'est un jeu qui a été fait. Faure Gnassingbé a introduit un projet de loi à l'Assemblée nationale où on demandait la limitation de mandat, les députés ont rejeté. Donc ça voudrait dire que vous pouvez aussi signer un traité qui vient et que les députés rejettent. Donc moi je crois que très souvent c'est l'Assemblée nationale qui donne le projet, le gouvernement introduit le projet de loi. Voilà, il y a tel traité, nous voulons ratifier. Ça va à l'Assemblée nationale, ils font les débats et après on autorise le pays à le faire. Je crois que c'est parce que on est alors sur les mêmes longueurs. Oui, en fait, c'est pour et les conventions, et l'État ou le chef de l'État peut s'engager par une paraphe. Oui, c'est pourquoi et quand on arrive à l'intérieur du pays, on soumet ça à l'Assemblée qui décide. Et quand l'Assemblée accepte, passons même l'Assemblée ratifie. Oui, c'est pour ça que je dis que ça dépend de la manière dont l'information a été donnée. Ça a été donné comme si Fouara dit non, moi je ne veux pas de limitation de mandat. Bon, c'est vrai qu'on n'était pas à la 47e session de la CEDEAO. Mais maintenant, on va voir l'effet que ça peut donner au sein de la classe politique de l'opposition qui s'en tient farouchement aux réformes. Parce que, comme les uns et les autres ont eu à le dire, si à Accra, le chef de l'État avait laissé entendre qu'il allait respecter rigoureusement la constitution en vigueur dans son pays, une constitution qui ne limite pas le mandat présidentiel jusqu'à ce jour, aujourd'hui où selon l'information, le Togo s'oppose contre l'imposition de la limitation de mandat, quels selon vous peuvent être les effets au sein de la classe politique de l'opposition qui semble tenir coûte que coûte à ces réformes?
Non, mais les effets sont assez clairs. Donc aujourd'hui, je ne suis pas dans la tête de nos opposants, mais je me dis que tous nos opposants doivent comprendre, enfin, sont en train de comprendre. Je me mets pas à leur place, hein, mais j'ai l'impression que tout le monde se dit aujourd'hui qu'on risque de ne plus avoir des réformes. Les gens se disent, hein, selon mes petites oreilles que j'écoute de gauche à droite, que c'est fini, il n'y aura plus de réformes, alors que M. Gnassingbé l'avait dit, et même le président de la Cour constitutionnelle lui avait rappelé lors de la prestation de serment, voilà, qu'il faut absolument que les réformes puissent venir pendant les 5 ans que M. Faure est encore ce troisième mandat. Donc aujourd'hui on a un peu peur, c'est comme on dit, pourquoi il n'a pas ne serait-ce que accepté l'idée de la limitation de mandat avant de revenir au Togo et voir comment l'Assemblée peut réagir. Donc selon vous, au sein de la classe politique de l'opposition, il y a la peur. Il y a la peur. Ils se disent, c'est fini là, on n'aura plus de réforme. Donc comment faire maintenant? Est-ce que ça vaut encore, enfin, est-ce que ça vaut la peine d'aller encore dans les échéances, comment dirais-je, présidentielle ou législative qui va venir bientôt. Donc tout le monde a peur. Voilà, Fabrice, et puis le fait... Oui, j'aimerais aussi dire que très souvent les gens raisonnent comme si la limitation de mandat suppose tout de suite alternance. Ça aussi c'est un autre débat. Non, ça c'est évidemment, on ne parle pas. Non, quand on parle de l'opposition, quand on parle de... Fabrice, si vous permettez, je reproche souvent aux gens de dire... je ne sais pas ce qu'ils appellent alternance. Là, j'ai l'impression qu'au Togo, plutôt, on a tendance à parler d'alternance de nom. Parce que l'alternance, ça peut venir même au sein d'une même entité. Voilà, non, justement, quand c'est comme ça, c'est pas... C'est la continuité, ce n'est pas l'alternance. Quand c'est comme ça, un changement de parti. Si aujourd'hui Faure Gnassingbé n'est plus candidat et quelqu'un d'autre d'unir est candidat, il n'y a pas d'alternance. Il n'y a pas d'alternance. Puisque l'alternance, pour moi, je le vois au niveau des régimes. Un régime ou du système. Unir est là avec une autre personne. Sinon, on aurait pu dire qu'il y a eu... C'est pour ça certains disent qu'il n'y a pas eu alternance en 2005. Puisque c'est le RPT qui est toujours resté à la mort de Yadema. Alors ça voudrait dire que, c'est pour cela il ne faut pas voir ça au niveau des noms seulement. Donc ça voudrait dire qu'on peut même limiter les mandats et le même parti. Si on ne doit pas voir ça au niveau des noms, on peut dire que UNIR a créé l'alternance. Non, UNIR n'a pas créé l'alternance, c'est pas l'UMP a changé à RPR. C'est le même système. Non, pas avoué, c'est-à-dire qu'il y a de nouvelles contingences qui arrivent et le parti s'adapte. Ouais, je crois qu'en réalité, dites-moi par exemple un parti qui dit qui se termine par le changement. Vous comprenez que c'est des partis politiques créés dans une circonstance bien donnée. Bon, quand vous serez au pouvoir, là forcément vous allez changer de nom. Oui, parce que l'objectif, moi je vois la tendance à l'aune du système. C'est-à-dire quand on change les systèmes et les méthodes, donc qui gouverne un pays, je crois que c'est ça la tendance. Alors que le changement, ça peut venir du même parti, du même système. Ou peut-être, je ne sais pas. Oui, moi je parle de la tendance. Quand vous prenez par exemple la France jusqu'en 1981, où c'est pratiquement la droite qui gagnait les élections, il n'y a pas d'alternance. Ils l'ont eu en 81. Voilà. Et après, avec le PS, avec Mitterrand et autres. Donc ça, on peut parler de l'alternance. Maintenant, c'est le même pays, c'est le même parti. Avec l'Est, ici en Afrique, très souvent, c'est le même, on positionne. Très rarement, on va positionner quelqu'un d'autre. Normalement, par exemple, quand Ségolène Royal a perdu avec le PS... Parce qu'il y a des primaires. Oui, il y a des primaires. Donc, quand il a perdu avec le PS, on a fait d'autres primaires, elle n'a pas gagné. C'est François Hollande qui est passé. Mais on ne va pas me dire que parce que François Hollande est venu à la tête du groupe, bien, est passé pour le PS. Et là même, ce n'est pas toujours dit que c'est le premier responsable du parti qui est candidat à l'élection. Donc, c'est pour cela que je dis l'alternance, c'est qu'il faut qu'un parti s'en va et un autre vient. Et qui dit parti, il y a les idéologies qui accompagnent les idéologies qui accompagnent les partis politiques. On sait qu'il y a Sénat qui sont, il y a les Verts, il y a les socialistes et autres. Donc ça voudrait dire qu'aujourd'hui, c'est pour cela, le débat autour de la transparence des élections est parfois même plus important. C'est malheureusement qu'aujourd'hui, on ne s'est pas encore entendu sur la crédibilité du scrutin parce que les gens contestent encore. Sinon, même avec un mandat illimité, on peut avoir l'alternance. Et c'est ce que à condition que le jeu soit clair au niveau des élections, comme le CAP 2015 a dit avant les élections. Même sans l'alternance, sans la limitation de mandat, on peut avoir alternance.
Il suffit que les élections soient transparentes et que celui qui gagne, gagne vraiment. Le peuple peut choisir de lui-même de faire une certaine alternance, même si au niveau de la Constitution on ne limite pas le mandat. C'est pour ça que je dis qu'il y a aussi l'inverse. On peut limiter le mandat et le même parti est toujours là avec d'autres personnes. Pour moi, ce n'est pas encore l'alternance. C'est pas encore l'alternance. Il nous reste moins de 4 minutes. On va parler de la cherté de la vie avec l'augmentation du prix du maïs et sa pénurie sur les marchés du Togo. Olivier Adia, c'est vrai que ça fait des jours qu'on en parle, mais malgré la sortie du ministre, du colonel Agadazi pour se prononcer ou expliquer du moins cette augmentation du prix du maïs, les Togolais continuent à s'interroger sur la sincérité. Non, je crois que, vous savez, l'adage le dit si bien, ventre affamé n'a point d'oreille. Donc, les beaux discours du ministre Agadazi ne peuvent pas apaiser les Togolais qui ont faim. Aujourd'hui, le maïs tourne autour de 800 francs. Donc, ça fait qu'on se demande à quoi sert en réalité l'ANSAT. Parce qu'à la base, l'ANSAT, c'est l'Agence nationale de la sécurité alimentaire. Donc, qui dit sécurité, dit que la lutte, voilà, donc la lutte contre la pénurie, alors qu'aujourd'hui, on est encore en pénurie. Et plus grave encore, c'est que l'ANSAT a eu, entre-temps, à exporter l'excédent, donc céréalier, en ne prévoyant pas, ma foi, puisqu'il se rencontre, il y a une rencontre actuellement avec la presse pour expliquer comment ça se passe, mais ma foi n'a pas prévu, ou bien n'a pas fait une réserve et vendait tout à l'extérieur, si bien qu'aujourd'hui on se demande à quoi sert l'ANSAT, surtout que le ministre de l'Agriculture est en même temps le directeur de l'ANSAT, si bien que les rôles sont confondus. Qui va rendre compte à qui? On attend de voir. Est-ce qu'aujourd'hui le ministre, même après sa sortie sur la TVT, comme Olivier vient de le dire, serait en train de rencontrer actuellement la presse pour s'expliquer? Est-ce que vous pensez qu'il va pouvoir, comment dirais-je, convaincre? Non, il ne peut pas convaincre. Il peut pas convaincre. Olivier Adja vient de le dire tout à l'heure. La sécurité alimentaire, ça veut dire quoi? On sécurise tout pour que, quel que soit X soit le fort, on ne manque de rien sur le plan, je parle, alimentaire au Togo. On en a tellement qu'on a vendu à Accra. Et aujourd'hui, on n'en a plus. Mais écoutez, ils sont sérieux. Non, j'ai l'impression... Non, il faut qu'on arrête de se moquer des Togolais. Parce qu'il y a des choses, vous savez, ils sont sérieux au Togo. OK? Le ministre qui est confondu au directeur, enfin, le directeur de... Il n'est pas confondu. On l'a dit, Olivier l'a précisé tout à l'heure. Il est le ministre de l'Agriculture, il est le directeur général de l'ANSAT. Qui fait du commerce, qui vend des produits sécurisés pour les Togolais. Parce que, non, mais c'est vrai, on n'a pas donné uniquement les céréales, le maïs à Accra, on leur a vendu. On a eu des bénéfices. Alors que nous, on est en train de souffrir, on a besoin d'argent. Donc, en clair, il ne peut pas convaincre. Il ne peut pas convaincre. Voilà. Fabrice? Oui, bon, non, moi je crois que ce n'est pas par le discours, il va convaincre. Non, il faut poser des actes. Ouais. L'ANSAT n'est pas là pour faire voilà. Mais il a fait quand même. Mais quand, à un moment donné, ils ont des stocks et ils font des prévisions, ils constatent qu'il n'y a pas pénurie. Il ne peut pas aussi garder éternellement, il faut vendre. Parce qu'il y a aussi le problème de conservation. Oui, l'objectif premier, ce n'est pas de vendre. Parce que j'ai l'impression que ces dernières années, on a eu la chance de faire des excédents et on prend la petite dans la vente. On est allé même vendre la réserve. C'est ça qui est... Parce qu'il fallait anticiper et réguler, en fait, c'est ça son rôle. Faire de telle sorte que ça ne manque pas et que ça soit équilibré. Maintenant, vous n'avez même pas encore stocké, vous avez vendu directement et au moment où on en a besoin, c'est un peu cela, peut-être que ça s'est passé, peut-être que maintenant ils prendront conscience que au moins il faut attendre. C'est comme si tu as fait un plat et tu estimes que non, bon, tes enfants rassasié, tu verses le reste dans la poubelle. Sont allés rendre visite à ton grand frère, donc sûrement qu'ils vont manger là-bas. Et bon, c'est qu'il y avait à la maison, bon, tu ne prépares pas ou tu donnes ça dans la poubelle ou... Ils peuvent revenir sans rien avoir mangé et tu vas faire... Autrement dit. Là, je sais pas ce que les arguments que l'ANSAT va avancer, mais il faudrait qu'ils nous prouvent qu'ils sont capables de réguler la situation en injectant des produits céréaliers pour que ça soit équilibré. Sinon, les discours sur les saisons, quoi que ce soit, non. Vous n'êtes pas créé pour faire du commerce, vous êtes créé pour garantir une certaine sécurité. Et la garantie, c'est pour ça que nos grands-parents construisaient les greniers. Sinon, ils pouvaient aussi vendre tout. Voilà. Très bien, on vous a assez compris. Ce sera donc tout
pour ce numéro de votre émission Grand Jury. Nous étions avec 3 invités. Fabrice Pétiesi du journal Le Libéral qui était dans les kiosques hier. Je sais que vous étiez très nombreux à aller chercher Le Libéral. Nous avons également discuté ce matin autour de tous ces sujets avec Olivier Adja, responsable de Afri Presse, et puis José-Éric Gagli, directeur de publication du journal Togo Nigban. Merci donc à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés ici en studio. Merci aux équipes partenaires aux équipes techniques des médias partenaires, Radio KNTB, Radio VGK, Radio Lumière, le www.ebenradio.com et le www.togovision.com. Retenez tout simplement cette citation de Martin Luther King et c'est sur elle que nous allons refermer. Le progrès humain n'est ni automatique ni inévitable. Chaque pas vers l'avènement de la justice nécessite du sacrifice, de la souffrance et des luttes profondes, des efforts sans relâche et l'implication passionnée d'individus engagés. Bonjour et bien de choses chez vous. Au revoir. Ça veut dire quoi? Va chercher. Ça veut dire quoi? J'ai rien compris. Va chercher.